Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À Dominique et Marc, parce qu'ils font partie de mon histoire, à Sœur Christiane, plus. Parfois la vie vous donne de croiser un drôle de petit rire qui est de l'ordre de la sainteté. Préface. Par Baudouin de Charneux, professeur à l'ULB, maître de recherche du FRSFNRS, membre de l'Académie royale de Belgique. Spa. Une ville d'eau. Une enquête. Pourquoi un théologien, ecclésiastique de son état, volontiers philosophe à ses heures, s'est-il lancé dans une écriture policière? Pourquoi ce virus du polar qui gagne de plus en plus le monde des intellectuels? On peut sans doute répondre de diverses manières. Comme Éric l'avait suggéré lorsqu'il préfaça mon roman Meurtre en cabale, paru chez le même éditeur, l'ennui est une réponse possible. Échapper au monde du quotidien désenchanté, fuir la multitude des tâches administratives, donner à son imaginaire le droit de vagabonder, autant de désirs, certains diront de fuite, que le genre romanesque autorise. L'ennui et le rêve sont des notions qui se combinent volontiers. Cherche-t-il dans ce jeu littéraire à exorciser ce vieux démon qui, se réveillant de temps à autre en nous, suggère que le monde serait bien plus beau sans certains de nos contemporains? Un désir de meurtre. Une projection afin de sublimer ce désir inavouable qui, de temps à autre, fait glisser dans une volupté si grande qu'elle paraît une incarnation de l'ironie la plus grinçante. Un théologien, un prêtre, peut-il, l'espace d'un instant, songer à faire disparaître son semblable? Qui sait? On n'est jamais trop prudent. Le roman d'Éric est aussi une réponse. Théologique qui plus est. Avec sa plume, notre auteur combat, non sans une pointe d'humour qu'on pourrait qualifier d'anglais, des modes romanesques qui versent dans la facilité. Derrière le masque de l'auteur à la mode qui reçoit ses amis dans une villa louée non loin de la cité thermale, il n'est guère malaisé de reconnaître quelques écrivains confondant allègrement histoire, fiction et lucre. Pas de poudre aux yeux, pas de révélation au rabais, pas de manuscrit narrant la vraie histoire de Jésus, le roman suit une ligne claire. L'auteur joue la carte de l'intelligence contre l'ignorance, un pari et un luxe par les temps qui courent. Il y a aussi quelque chose de plus fin. Une thématique liée à la souffrance qui transparaît au fil des pages. Une façon de dire que la douleur qui peut tarauder un homme sans relâche, peut aussi être une façon de l'humaniser. Le héros, aiguillonné de façon lancinante par de vieilles blessures, gagne en humanité en raison de sa fragilité. Ses plaies mal cicatrisées sont celles d'un corps, mais elles sont aussi celles de l'âme. Comment pourrait-il en être autrement pour un honnête homme, au sens classique français, cherchant la vérité dans un univers où elle ne fait guère sens? Il y a aussi l'humour. Un sourire discret. Une petite ligne délicate qui rappelle les traits de l'auteur qui laisse volontiers flotter une ondulation amusée sur la commissure de ses lèvres. Un sourire discret qui, tel un ray de lumière, laisse entreapercevoir une âme distinguée. Cet aspect-là du livre est le plus attachant pour qui connaît Éric, car au-delà de l'intrigue, fort bien menée ma foi, des personnages truculents à souhait, de l'énigme elle-même, il nous fait partager un moment d'amitié avec l'auteur. Si on dit volontiers qu'un premier roman est toujours autobiographique, celui-ci est davantage. Il est une façon de nous relire avec nos faiblesses et nos grandeurs, nos misères et nos joies. La force de ce texte réside dans sa volonté de partager. Partager l'émotion, partager un regard, partager une recherche. En ce, le récit d'Éric rejoint quelque chose qui n'est pas romanesque. Une petite chose oubliée aujourd'hui parce que non rentable et pour tout dire désuète, elle tient en un mot, humanité. Avant-propos. J'ai commencé à écrire Valet de trèfle, il y a 5 ans. Je vivais alors dans un tourbillon d'activités, et cela me réussissait plutôt bien. Les lendemains s'annonçaient radieux, ce qui flatte l'orgueil. Et je me suis dit, quid si l'avenir balayait tout cela? C'est ainsi qu'Arthur Frinchemont s'est invité à mon imagination, et que j'ai voulu raconter son histoire. Celle d'un ecclésiastique prometteur, de 15 ans mon aîné, que la vie aurait brisé physiquement et moralement, le laissant démuni face à la plus dangereuse des tentations, la perte d'espérance. En 2 ans mon roman a pris forme. Je l'ai ensuite laissé reposer pour le reprendre et le toiletter ces derniers mois. L'écriture est un enfantement. Au moment où je mets un terme à la dernière relecture de mon manuscrit, je puis témoigner que c'est encore plus vrai pour une fiction.
Dans un livre sérieux, l'auteur explique sa vision des choses. Avec un roman, il dévoile aussi quelque chose de son corps à corps avec la vie. En finale, j'ai éprouvé de la joie à raconter cette histoire. Sans me prétendre devenu romancier pour la cause, j'espère que d'autres éprouveront du plaisir à me lire. Pour éviter tout malentendu, je précise que derrière la sombre figure de Monseigneur Fréquin ne se cache aucun des évêques de Belgique. Malgré leurs inévitables limites humaines, je vois en chacun d'eux un authentique pasteur. Ce n'est donc pas un hasard si j'ai fait porter à Éric Fréquin le seul prénom qui ne puisse prêter à confusion. Enfin, que les habitants de la bonne ville de Spa, surnommée la Perle des Ardennes, me pardonnent d'avoir redessiné leur cité et son histoire. Contrairement à un romancier de renom auquel je fais un clin d'œil au détour de ses pages, je ne laisse planer aucun doute sur le contenu de mon livre, ici tout est fiction. EDB. Louvain-la-Neuve, 21 novembre 2010. Fête de la présentation de Marie, et dimanche du Christ roi de l'univers. Dimanche 18 décembre 2005. Dernier dimanche de l'Avent. L'antique cité impériale somnolait en cette seconde moitié de décembre. Peu de circulation, peu de monde dans les rues, peu de curistes venus prendre les eaux. Telle une femme qui jadis fut belle, Spa exhibait les traces de son passé glorieux. Ici, des pans du mur d'enceinte de la ville des Francs. Là, quelques nobles tombes carolingiennes. Et puis surtout, la sombre bâtisse que les autochtones surnomment Eli accent circonflexe dôme. Cette tour en forme de cube avait été voulue par le jeune Charlemagne comme symbole de sa puissance naissante. Elle préfigurait l'octogone d'Aix-la-Chapelle. Les princes abbés qui régnaient sur la région depuis l'empereur Othon lui avaient adjoint une vaste église abbatiale de style gothique. Quand la Révolution française passa par Spa, elle rasa l'église. Mais pas un sans-culotte n'osa toucher à l'antique cube. Durant la Restauration, un mastodonte néo-roman vit le jour sur les ruines de l'édifice moyenâgeux. Spa était alors devenu un diocèse. Aux princes abbés avaient succédé des évêques romantiques. Ceux-ci voulaient faire de leur cathédrale une sorte de Clunisan-Ardennes. Mais les 8 tours rondes de la formidable excroissance étaient impuissantes à masquer la sombre masse qui attirait les regards et aiguisait l'imagination. Un cube de 16 mètres carrés en grossière pierre, planté comme par défi à l'entrée du sanctuaire. C'était sur lui que veillait le regard de bronze du vieil empereur, dont la statue trônait au centre de la place du marché. À droite du dôme respirait un coin de verdure. De l'abbaye médiévale ne subsistait qu'un cloître aux dimensions identiques à celles du cube. Son espace était délimité par de fines colonnes jumelles ciselées de motifs celtes. En son centre se trouvait une trappe en chêne enserrée de lamelles en cuivre. Celui qui collait l'oreille contre sa paroi entendait sourdre de l'eau. La Pépine était la principale source de la ville. Le cloître était tapissé de gazon. À ses 4 points cardinaux, des bancs avaient été placés par la municipalité. Ils accueillaient de jour les grands-mères à caniche et de nuit les amours débutants. À l'occident était maçonnée, entre 2 colonnes jumelles, une dalle mortuaire. Les affres du temps avaient rendu incertaine la silhouette qui jadis y fut sculptée, mais les guides touristiques expliquaient qu'il s'agissait sans doute de saint Cormand, disciple de saint Colomba, l'apôtre de l'Écosse. Ceci expliquerait pourquoi, depuis des temps immémoriaux, pousse au pied de la stèle un plant de chardon. L'histoire enseigne que vers 634, Cormand avait quitté l'île d'Iona après l'échec de sa mission dans le Northumberland. Avec une poignée de moines, il répondait ainsi à l'appel de Pépin de Landen, arrière-arrière-grand-père de Charlemagne et patriarche de la dynastie carolingienne. L'ambitieux maire de Palais d'Austrasie voulait évangéliser les forêts ardennaises afin de s'assurer la bienveillance de l'Église. Cormand avait fondé le monastère de Spa sur les ruines d'un sanctuaire païen dédié au dieu des sources. La légende raconte que le saint fit jaillir l'eau de la Pépine en plantant sa crosse en terre, et que celle-ci alimenta son baptistère. Ce qui semble pour le moins établi, est que l'Écossais appela cette source du nom de son maître et bienfaiteur. 2 siècles plus tard, la réforme de saint Benoît d'Agnan contraint les moines de Spa à adopter la règle bénédictine. Ils n'en conservèrent pas moins quelques coutumes celtes, dont celle de faire consacrer évêque l'abbé du monastère. Ceci aux grandes dames des princes-évêques de Liège et des archevêques de Cologne qui ne parvinrent jamais à étendre leur juridiction sur les terres de Spa et leurs dépendances de Stavelot, Malmedy,
Trois Ponts, Ouham et Saint-Vite. La place du marché de Spa avait la forme d'un carré. Au centre de celle-ci se dressait la statue en bronze de l'empereur que les habitants appelaient affectueusement Nos Charles, autrement dit Notre Charles. Faisant face au dôme se trouvait la maison communale. De taille modeste, elle avait été construite en pierre du pays. À ses pieds était placé un perron, symbole des libertés citadines. Celles-ci furent arrachées sans trop de peine à des princes abbés plutôt débonnaires. Celui qui regardait vers le dôme à partir du perron observait sur sa gauche une imposante façade blanche. Le casino avait été construit au XIXe siècle pour distraire les aristocrates venus prendre les eaux. Spa, que l'on surnommait alors la perle des Ardennes, était devenue une cité balnéaire de réputation mondiale. Depuis, la ville avait perdu une bonne part de cette aura, mais le nom restait gravé dans les mémoires. Voilà pourquoi quand il parle d'un centre de wellness, beaucoup de par le monde disent plus simplement un spa. Derrière la maison communale se dresse le Vauxhall, une vaste bâtisse de la fin du XVIIIe siècle. Ce fut la première maison de jeu du continent, fondée juste avant la Révolution. Le dernier des princes abbés cherchait de la sorte un moyen de renflouer sa trésorerie exsangue. Après le Concordat, Napoléon offrit l'édifice aux évêques de Spa afin qu'il leur servît de résidence et de séminaire. C'est là que se scella, dans la nuit du dimanche 18 décembre 2005, le drame que la presse à sensation baptisa « l'affaire du valet de Trèfle ». Librement inspiré du Vauxhall de Spa. Samedi 24 décembre 2005. Vigile de la Nativité. Il pleuvait à gouttes lentes. Une pluie triste. Une pluie belge. Le prêtre descendit du train. Sa bouche esquissa une grimace. Le moindre mouvement réveillait en lui la douleur. Les quais de la gare étaient déserts. Un parfum de poésie se dégageait du béton vieilli de l'ensemble. Le halo des néons dansait dans la brume. Un coup de sifflet et des portes qui claquent. Avec crissement, le train de banlieue disparut dans la nuit. Arthur Frinchemont ramassa sa valise et se dirigea vers la sortie. Il boitait. Sa silhouette dégageait un côté fantastique, que la magie de cette nuit de Noël ne faisait que renforcer. Si quelque adepte de manga avait croisé ses pas, il aurait sans doute cru apercevoir une version vieillie d'Albator. De petite taille et la cinquantaine bien entamée, Arthur Frinchemont n'avait jamais été ce qu'on peut appeler beau, mais il avait jadis eu ce petit quelque chose qui fait rêver certaines femmes, un charme qui habite les Al Pacino et autres Lino Ventura. Aujourd'hui, le charme avait été remplacé par une formidable entaille qui cisaillait son corps en deux. Une balafre naissait au cœur de sa chevelure poivre et sel, qu'elle marquait d'une mèche blanche. L'entaille traversait l'œil gauche que recouvrait un bandeau de pirate pour ensuite creuser un sillon dans la joue du même côté. Là, la cicatrice virait de bord, épargnant de justesse la bouche pour creuser le menton et plonger dans le torse. En observant la raideur de sa jambe droite, on pouvait conclure que c'est de ce côté que l'encoche finissait sa route. Souvenir de Terre Sainte, aimait à plaisanter le borgne. Vu la piètre performance de leurs grenades, il n'est pas étonnant que la cause palestinienne fasse du surplace. En quittant la gare, Frinchemont remonta le col de sa veste. Sa jambe le faisait souffrir. 3 heures plus tôt, il baignait encore dans la douceur de l'hiver romain. Rome, avec ses klaxons, sa poussière, son soleil et ses rires. Et puis le linge qui sèche au balcon, même au centre-ville, même une veille de Noël. Rome, cette vieille mondaine dont le charme, qui enivrait tant de prêtres, n'avait jamais vraiment opéré sur lui. Frinchemont était un homme des régions humides. « Bienvenue chez moi », se dit-il en traversant la route à 4 bandes qui bordait la gare. Une voiture pressée s'arrêta net pour laisser traverser ce curieux personnage boiteux. Sur la droite, une petite route longeait un cours d'eau. Elle était bordée de platanes. Quittant les Ardennes, l'Ourthe faisait ici son entrée en zone urbaine pour mourir dans les bras de la Meuse 2 km en aval, au cœur de la ville de Liège. Frinchemont entendait l'eau paresser en contrebas. Il la devinait à l'odeur de vase qu'elle dégageait. Le chemin du prêtre suivit la rivière une demi-heure durant. La grimace se creusa sur son visage. Sa jambe droite brûlait, une douleur qui lui remontait jusqu'au crâne. Ses tempes bourdonnaient. Le marcheur laissait derrière lui la gare et les lampions d'un vaste centre commercial. À sa gauche coulait l'Ourthe.
Par-delà brillaient des lumières de banlieue. À droite dormaient des bâtiments industriels. Ils cédèrent bientôt la place à un terrain vague couvert de détritus. Au-delà ronronnait l'autoroute des Ardennes que traversait un pont de chemin de fer. Arthur Frinchemont devait être une des seules personnes au monde à trouver cet endroit romantique. Soudain son rictus de douleur se mua en sourire. Un bruit de canard lui signalait qu'il était arrivé. Le chemin s'ouvrait sur une clairière. Ici l'ourte faisait une boucle vers la droite. Pour décharger son écoulement, les hommes avaient creusé une dérivation. L'endroit avait des allures de presqu'île. À gauche la rivière, à droite le chenal et un petit pont écluse pour le traverser. Là où la rivière prenait son virage, des alluvions avaient formé un archipel de boue. Une douzaine de canards et un couple de cygnes y avaient élu domicile. Sur la rive avait été placé un banc de béton. Posant sa valise, Arthur Frinchemont s'assit et grimaça. Sa jambe. Habitué à être nourri par les promeneurs, quelques canards quittèrent leur île et nagèrent dans sa direction. De sa poche, le boiteux tira 2 tranches de panétone subtilisées le matin même à cette charitable intention. Petit cadeau de Noël de la part de vos cousins du Tibre, leur lança-t-il. Un bonheur tranquille l'envahit. Paix sur terre aux hommes de bonne volonté, résonna en son cœur. Souvenir. Je n'en ai plus, Arthur. Donne-moi encore du pain. Et le garçon de 12 ans de partager ses maigres réserves de croûte, avec cette grande sœur qui virevoltait dans le vent tel un lutin blond. Tu rêves, Arthur? Tu te racontes encore des histoires. Regarde plutôt les canards. Ils sont bien réels, eux. Tiens, celui-là n'a rien eu à manger. Essaie de lui envoyer un morceau de pain, avant que les autres ne le lui chipent. Bénédicte riait, dansait, jouait, respirait. Elle vivait. Sur son banc, le borgne regardait les canards se disputer le panétone. Il souriait. Ma sœur n'a jamais suivi le moindre cours de théologie. Depuis longtemps, elle ne met plus un pied à l'église. Pourtant, le mystère de l'incarnation n'a guère de secret pour elle. En pensant cela, l'image de Novak lui vint à l'esprit, lui par contre. L'archevêque croate pratiquait la vertu imperméable. Efficace. Dévoué. Rigoureux. Sans passion. D'origine modeste, son orthodoxie, sa force de travail et son intelligence tactique l'avaient propulsé vers l'avant-scène du théâtre ecclésiastique. Alors que le boiteux végétait à Rome avec rang de sous-secrétaire et un banal titre de monseigneur, son cadet de 2 ans avait récemment été nommé préfet de l'importante congrégation pour le clergé, et attendait paisiblement sa barrette cardinalice. Entre le préfet et son subordonné, le savoir-vivre ecclésiastique n'arrivait plus à masquer une sourde défiance, toute réciproque. Stéphane Novak était dérangé par ce fils de grand bourgeois qui faisait grincer les rouages qu'il voulait huiler, de l'administration vaticane. La sainteté est dans le travail bien fait, aimait-il rappeler de sa voix monocorde quand il présidait une de ces réunions de travail qu'Arthur taxait de séances de catéchisme pour adolescents attardés. Et puis Novak savait Frinchemont proche de l'ancien préfet, aujourd'hui émérite. Après l'attentat de Beit Shemesh, ce dernier l'avait pris à son service et lui vouait une amitié toute paternelle. Le cardinal Amadeo Balfi était romain. Sa famille comptait autant de porporati, et même quelques papes, que de militaires plus ou moins mercenaires. Balfi avait hérité un peu des deux. Il incarnait ce qui fait le charme des prélats romains pur jus, ce sont des gardes-chasse qui aiment les braconniers. Le vieux prince de sang et d'église avait le chic pour rappeler les rigueurs vaticanes, avec un sourire qui en disait long sur son illusion de les voir tout appliquées. « Vous voyez Arthur » lui expliquait-il dans son français impeccable parsemé d'expressions italiennes, en le promenant par le bras dans les ruelles de la ville éternelle, tout en tirant des bouffées enjouées sur son Toscano Antico, sorte de cigare que seuls les Italiens arrivent à fumer. Vous les gens du Nord n'aimez pas les règles parce que vous les prenez un peu trop au sérieux. Nous, les Méditerranéens, abordons les choses avec, diciamo, un peu plus de recul. En prononçant ces paroles, le cardinal pointait de sa canne vers une Ferrari grillant un feu rouge sous le regard admiratif de 2 policiers. Avec un clin d'œil, le vieil homme ajoutait « N'allez surtout pas croire qu'ici les gens ne respectent pas le code de la route. Au contraire, il s'agit pour eux d'une excellente, diciamo, base de discussion. T'y offro un café ?
Inutile de préciser que pareille mansuétude ne plaisait pas à tout le monde au Vatican, et que son éméritat fut accueilli avec soulagement par plus d'un. Aux rondeurs romaines succédaient les rigueurs croates. Et Frinchemont de se chercher une porte de sortie. C'est alors qu'éclata l'affaire du valet de Trèfle. Le scandale fit grand bruit et ce jusqu'à Rome. Sans vouloir court-circuiter les évêques locaux, d'aucuns se demandèrent en haut lieu s'il ne fallait pas malgré tout faire quelque chose, afin de montrer que le Vatican prenait l'affaire au sérieux. Profitant de cet état d'esprit, Arthur utilisa les quelques contacts qui lui restaient dans la diplomatie vaticane et proposa d'être envoyé sur place en qualité d'observateur. La secrétairerie d'État hésita 3 jours et puis accepta, en encadrant sa mission par toutes sortes de conditions. Novak le vit s'éloigner sans regret. Ce ne fut pas le cas de tout le monde. Cloué au lit par une crise de goutte, Balfi le fit appeler à son chevet. « Per carita, n'y allez pas Arthur, vous allez vous brûler les ailes. » Le visage du balafré se durcit, mes ailes sont déjà carbonisées, éminence. D'ailleurs, avec ou sans mission, je serai parti. Ce prêtre est un ami. La voix du cardinal se fit fiévreuse. Justement, Arthur. Ceux qui vous envoient, soit l'ignorent et vous reprocheront de ne pas le leur avoir dit, soit ils le savent et alors. Le borgne afficha un triste sourire. Cessez de me protéger comme un gamin, éminence. Regardez-moi. Je ressemble au musée des Invalides, et j'ai laissé mon avenir ecclésiastique loin derrière moi. Quant à ceux qui voudraient me nuire, ajouta-t-il énigmatique, il se pourrait bien qu'ils me rendent plutôt service. Allons, souhaitez-moi bonne chance. Ou plutôt in bocca lupo, comme vous dites par ici. Le vieil homme lui prit la main. Vaincu, il ajouta avec lassitude, crépi. Je prierai pour vous, Arthur. Vous allez me manquer, l'Ocet ? Un frisson sortit le prêtre de sa rêverie. Combien de temps était-il resté là, sur ce banc ? N'est-ce pas qu'il fait un froid de canard ? Lança-t-il aux volailles qui s'en étaient retournées dormir tranquillement sur leur île. Au cœur de la nuit résonnaient les bruits de la ville. Sur le pont d'acier, un train de marchandises se poussait avec lourdeur. Arthur regarda sa montre. 1 demi-heure avant minuit. Ne plus trop traîner. Avec une grimace de douleur, le boiteux se leva, prit sa valise et lentement se retourna. Juste en retrait de la clairière se trouvait une petite maison sans étage. Ses murs étaient envahis de plantes grimpantes. Construite au début du XXe siècle pour héberger le gardien d'écluse, elle avait été laissée à l'abandon suite à l'automatisation du transport fluvial. Arthur Frinchemont père l'avait rachetée sur un coup de tête. Cet endroit était le lieu de promenade dominicale de la famille, alors que le magistrat habitait encore à Liège. Les époux Frinchemont avaient pris plaisir à voir leurs 3 enfants venir nourrir les canards. Des années plus tard, le procureur général l'offrit à son fils comme cadeau d'ordination. Le vieux franc-maçon avait simplement ajouté « Je sais que le Christ n'avait pas de pierre où reposer la tête. Mais tu n'es pas le Christ, Arthur. Tu verras, cette petite maison pourrait devenir pour toi un refuge précieux. » Et de fait, même s'il n'y séjournait que rarement, quand le prêtre pensait à chez moi, c'était vers la demeure au canard que ses pensées allaient. Le borgne sortit de la poche de son veston un trousseau contenant 4 clés. L'une d'entre elles ouvrit la porte d'entrée. Une odeur de cendre froide l'accueillit. Il brancha le compteur électrique et alluma. La pièce unique sortit de la pénombre. Autour du poêle à bois, 2 fauteuils club en cuir usé. Dans un coin, un bar kitchenette. De l'autre côté, un canapé convertible en lit et tout au fond une porte donnant sur le coin sanitaire. Il y a une 20aine d'années, Arthur avait fait abattre toutes les cloisons de la petite maison, afin de gagner en espace et en luminosité. Au mur pendait une toile haïtienne bariolée de couleurs vives, un portrait de Corto Maltese parlant au chat de Venise et des photos marines en noir et blanc. Parmi celles-ci, trônait le Titanic que la pellicule du photographe Bacon avait saisi lors de son départ de Southampton quelques jours avant le naufrage. Au-dessus de la cheminée était accroché un crucifix et 2 photos. Celle de ses parents et celle de son frère. La douleur lui fit pousser un petit râle. Arthur venait de poser sa valise sur le bar. Il prit 2 bûches dans un panier en osier et un vieux journal qui traînait à terre. Se baissant avec peine, le boiteux alluma.
La flamme se mit à danser enveloppant la pièce dans un nuage de fumée. Le prêtre s'éloigna du poêle à bois, éteignit la lumière et referma la porte à clé. À côté de la maison se trouvait un garage. Une deuxième clé du trousseau en offrit l'accès. Recouverte d'une fine couche de poussière, une berline bleu marine l'attendait. Arthur ne s'était jamais résolu à vendre la Rover 2200 TC de son père. À vrai dire, il n'en avait aucune envie. Le charme désuet de la vieille anglaise opérait sur son caractère rêveur. « Cette voiture me va bien », disait-il parfois à son entourage comme pour s'excuser de ce caprice ecclésiastique. Une troisième clé ouvrit la porte de la berline, et la quatrième fit ronronner le moteur au deuxième appel. Depuis quelques minutes déjà, le son des cloches berçait la nuit. Le prêtre se gara sur le parking de la place. L'église était éclairée. Un vieux couple montait les marches du parvis. Il les suivit au rythme de sa jambe raide. Avant d'entrer dans le lieu de culte, le regard du borgne fut tapé par la devanture de la librairie d'en face. Derrière l'épais grillage protecteur, on apercevait, collé à la vitrine, la une de la Cité ardente, le plus gros tirage de la presse locale. Un visage se détachait du journal. Un visage fin. Celui d'un prêtre d'une quarantaine d'années. En caractères rouges, un titre barrait la photo, Le valet de trèfle, code secret pour jeux interdits au séminaire. Pour la première fois, l'inquiétude d'Arthur Frinchemont fit place à une sourde nausée. Un gémissement s'échappa de ses lèvres, François. Il demeura un moment pétrifié. Vous ne vous sentez pas bien, monsieur ? Le fort accent liégeois du paroissien moustachu le ramena à lui-même. Il fit signe de la tête qu'il n'y avait pas à s'inquiéter et entra dans l'église. Une bouffée de chaleur l'accueillit. L'orgue jouait des airs de Noël. L'odeur des cierges lui monta aux narines. Une petite centaine de personnes étaient rassemblées. Beaucoup de têtes grises. Quelques enfants. Peu d'adultes dans la force de l'âge. Arthur boita vers la sacristie. Sentant des regards curieux pointer sur lui, il tenta de masquer toute grimace. Un prêtre d'âge moyen plaisantait avec deux enfants de chœur. Son accent polonais trahissait ses origines. Le rire des acolytes s'arrêta net en apercevant la silhouette borgne et balafrée. « Je peux vous aider, monsieur » fit l'ecclésiastique intrigué. Arthur Frinchemont avait déboutonné son pardessus, laissant apparaître sa chemise clergyman. « Oh pardon, fit le prêtre, monsieur l'abbé ?»« Mon nom est Frinchemont, fit Arthur Frinchemont. » Il y eut un silence gêné. Puis le visage du curé s'illumina, « Monseigneur. »« Mais quel honneur !»« Je ne savais pas, non, si on m'avait prévenu. »« Ah, si j'avais su !» Il n'y avait rien en cet instant que Frinchemont redoutait plus qu'une déférence ecclésiastique envahissante. Il y coupa court. « Monsieur le curé, ma présence ici se doit de rester discrète. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais qu'on célébrait la messe de minuit avec vous. Mais j'apprécierais que vous ne fassiez pas grand cas de ma présence. Présentez-moi simplement comme un prêtre de passage. » Le prélat n'était pas sûr que le brave homme ait capté le message. « Oui, bien sûr, monseigneur, » dit le Polonais dans un état de grande excitation. « Kevin, » lança-t-il à l'aîné des enfants de chœur, « va chercher une aube pour monseigneur. Et voici ma plus belle étole, monseigneur. » Quelques minutes plus tard, les 12 coups de minuit sonnèrent. Dehors, des gamins faisaient exploser des pétards. Arthur pensa à un autre gamin avec autour des reins une ceinture de pétards autrement moins inoffensif. C'était également une veille de Noël, alors que l'humanité s'apprêtait à entrer dans un millénaire nouveau. 5 années déjà, murmura-t-il en fermant les yeux. L'Eucharistie commença. Les appréhensions du prélat s'avérèrent fondées. Dès l'ouverture de la célébration, le curé entonna des monseigneurs par-ci et des monseigneurs par-là. Frinchemont dut même se résoudre à adresser ses vœux de Noël aux fidèles. Il accueillit donc avec soulagement le chant du Gloria, par la maigre chorale. Si le Très-Haut était vraiment né au cœur de notre humanité, alors ce devrait être vrai même ici, dans la banlieue sud de Liège. Mais tout cela lui semblait aujourd'hui tellement virtuel, et loin. Perdu dans ses pensées, il entendit à peine les voix chevrotantes chantant à plein poumon « Gloire à Dieu, paix aux hommes. Joie du ciel sur la terre. » Dimanche 25 décembre 2005. Nativité du Sauveur.
Arthur se réveilla tard d'une nuit peuplée d'ombre. Sa jambe le faisait souffrir. Il trouva quelques biscottes dans le placard et se fit un café bien corsé. À la 3e tasse, son esprit commença à émerger. Le boiteux prit une douche. L'intimité de la nudité représentait à chaque fois pour lui un douloureux face-à-face avec ce corps cisaillé en deux. Il se rasa, s'habilla puis prit son bréviaire. Il pria les psaumes. Trop rapidement comme à son habitude. Vers 11 heures, la Rover démarra et s'engagea sur l'autoroute des Ardennes. 20 km. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.